l'Iran a dit que nous ne faisons plus confiance aux Américains. Ce sont des menteurs, ils ne tiennent pas leur parole. Ça fait 2 fois. Chaque fois que nous sommes en négociation, on a l'impression qu'ils nous traînent dans les négociations pour essayer de nous ensommeiller, pour essayer de berner notre vigilance et lancer des attaques contre nous. Aujourd'hui, on ne veut plus négocier. Cette guerre, on va la faire jusqu'au bout. Et des spécialistes américains que je vais vous faire écouter encore, ont dit que cette guerre, l'Iran a gagné cette guerre à tous les niveaux. Et l'Iran aujourd'hui est celui qui détient la carte de l'économie mondiale. Il dit aucun pays au monde. Et l'Iran a conscience qu'il tient une carte. Et l'Iran ne va jamais lâcher cette carte-là. C'est fini. Mais qui a fait ça? Le jour où je vous parlais d'Emmanuel Macron, que les Français ont appelé l'idiot qui a réveillé les Africains. Donald Trump est l'idiot qui a réveillé l'Iran. L'idiot qui a réveillé l'Iran. Et l'Iran qui voyait des positions, l'Iran qui hésitait, l'Iran qui doutait, l'Iran qui se posait des questions. Cette guerre a permis à l'Iran d'enlever le doute sur ses intentions, de pousser les pions et d'affirmer sa suprématie. C'est ce que l'Iran a fait. Aujourd'hui, nous payons tous le prix. Il y a des Nyamogodé qui sont là. Faut pas faire, c'est pas tête de mort. Il Nyamogodé. Tête de mort là, c'est Kodo sale de ta maman bâtard que tu es. Alors, donc, Donald Trump est tombé. Il est tombé bas. Il s'est humilié. Ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de... Attendez, j'ai enlevé bâtard là, moi j'ai fait mon direct. Ton truc là, moi je ne regarde plus. Alors donc, tu peux envoyer 1000 fois comme tu veux, moi je ne vois plus rien dedans. Alors, on va continuer d'écouter. Negotiations were ongoing while simultaneously threatening the nation in question with physical force. No, I don't think anybody ever has. It's clear that there's this toxic mix of traits that Donald Trump has, which is he's a pathological liar, he's incompetent on so many fronts, and he's also deeply corrupt, which I think is now being manifesting itself in terms of the Gulf War. That's why you have these wholly incoherent, wholly inconsistent, flailing about, because first of all, again, there was no real rationale for this war. Secondly, he's trying to figure out what his next move is, and he doesn't understand exactly how it... Ok, ça c'est le directeur, le monsieur qui est là, c'est l'ancien directeur de la CIA. Donc c'est quelqu'un qui connaît le mécanisme. D'abord, il était au cœur du renseignement. C'est lui qui envoyait ses hommes sur le terrain, c'est lui qui recueillait les informations et c'est lui qui donnait au président. Il dit, et quand on pose la question à tous les, je peux dire, à tous les Américains qui sont un peu dans le renseignement, ils disent il n'y avait aucune raison, je vais m'énerver, hein. Ils disent qu'il n'y avait aucune raison valable pour l'Amérique de commencer cette guerre. Quelle était la base? Quelle était la raison? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors, s'il n'y avait pas de raison, aujourd'hui, on se retrouve face à une situation. On va continuer. Hein. Maintenant, Donald Trump dit devant le monde entier, je crois qu'il doit même faire une intervention ce soir-là, s'il ne l'a pas encore fait. Il doit s'adresser à la nation aujourd'hui. Il a dit avant-hier, il a répété depuis le début de la semaine, depuis le week-end, enfin, je peux dire ça peut faire après 10 jours maintenant, il répète les mêmes choses. Il dit, les Européens, il n'a pas besoin d'eux. Il veut leur intervention pour permettre de garantir la circulation des bateaux à travers le détroit. L'Iran a dit devant le monde que désormais j'ai la souveraineté sur le détroit. Et l'Assemblée nationale, l'Assemblée législative iranienne
a voté une loi pour faire du détroit la propriété de l'État d'Iran, de la République islamique d'Iran. D'accord? Alors, la question. On nous dit, l'Iran, il n'y a pas de gouvernement, tout le monde a été tué, le gouvernement a été affaibli. On dit, mais si tout ça a été fait, l'assemblée qui s'est réunie là, c'est quelle assemblée? Expliquez-nous. Le président est là, tous les ministres sont là, à part quelques généraux qui ont été tués, les conseillers du guide suprême, le guide suprême lui-même. Il y a un nouveau guide suprême qui est là, avec ses conseillers. Le pays est gouverné. L'institution iranienne n'est pas basée sur la personnalité. L'institution iranienne, et c'est ça qui fait le défaut dans nos pays, on mise sur les hommes au lieu de miser sur les institutions. Aujourd'hui, l'Iran fonctionne sans problème et correctement. Quelqu'un tombe, tout de suite, un autre se lève et puis la marche continue. Mais ce qui est intéressant ici, on va continuer d'écouter. Il dit Trump est bête, Trump est un idiot. Nous sommes arrivés à un carrefour où Donald Trump a un sérieux problème. Le problème, c'est quoi? Donald Trump doit décider. Soit il continue la guerre, ce sera où l'économie mondiale sera détruite. Parce que l'Iran, la réciprocité de l'Iran ne se limite pas seulement à Israël. D'ailleurs, Amazon a été frappé. Regardez bien ce qui se passe. Je vais m'arrêter là, quelque chose que les gens ne voient pas. Au niveau des États-Unis, l'administration américaine, surtout le Pentagone, le ministère de la Défense, a signé des contrats très lucratifs avec des compagnies civiles qui ont ce qu'on appelle des data centers, qui ont des centres de données très importants, tels que enfin, les grandes compagnies américaines qui sont à l'extérieur. Donc, Amazon est dedans, Google est dedans. J'avais la liste là, mais j'ai pas. Il y a Amazon, il y a Google, il y a Apple, il y a JC Morgan, et puis ils sont beaucoup. Dans ces compagnies, qui sont des compagnies civiles, des compagnies commerciales et civiles, les Américains logent leurs informations à l'intérieur des données civiles. Je ne sais pas si vous comprenez, et je vais reprendre encore. Les Américains, à travers les compagnies civiles, je vais m'arrêter à 2 ou 3. Google est dedans, Amazon est dedans, Apple est dedans, et il y a bien d'autres compagnies qui sont... Donc, comme ce sont des compagnies colossales, avec des moyens financiers énormes, l'État américain, à travers le ministère de la Défense, a signé des contrats avec ces compagnies. Et ces compagnies logent les données du ministère de la Défense américaine dans les pays de la monarchie. Donc, d'une certaine manière, on dira ce sont des compagnies civiles, on ne peut pas les attaquer. Mais l'Iran a été clair. Nous allons frapper, et l'Iran a fait sortir la liste de toutes ces compagnies-là. On va vous frapper tous. Et Amazon a été la première compagnie à être frappée par l'Iran. Et tous les autres, je crois qu'ils ont commencé à frapper tout le reste. Ils sont rentrés, ils ont détruit ce qu'on appelle ils ont les données là, non, les stockages, ils ont tout détruit là-bas. Amazon m'a fait une déclaration pour dire que même dans 2 ou 3 ans, elle ne pourra pas finir de mettre au point. Parce que en fait, ces choses-là, ça prend du temps. Ça prend des années et ce sont des investissements qui sont planifiés. Vous pouvez décider, par exemple, d'investir 50 milliards dans ces choses, mais sur, par exemple, 5 ans ou 10 ans. Et pendant les 5 ans et les 10 ans, vous avez investi vos 50 milliards de dollars. Et puis la guerre arrive, la guerre détruit tout. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous devez vous replanifier parce que les investissements, il y a 10 ans de 50 milliards, aujourd'hui 50 milliards ne peut plus faire les mêmes investissements il y a 10 ans. Peut-être qu'aujourd'hui,
Si vous voulez faire les mêmes investissements, au lieu de 50 milliards, c'est là 70 milliards ou 80 milliards. Et c'est là que l'Iran, tous les spécialistes, tous les connaisseurs disent que l'Iran aujourd'hui est le seul qui maintient les cartes. Et si vous voyez toutes les sorties de Trump, c'est par rapport à ça. Trump est obligé de parler. Son ministre de la guerre est obligé de parler parce qu'il faut vendre maintenant l'idée que l'Amérique contrôle tout. C'est pourquoi chaque fois dans leur langage, quand vous écoutez, on détient toutes les cartes, on détient, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Si vous détenez les cartes, pourquoi vous vous attaquez alors aux universités? Pourquoi vous vous attaquez aux hôpitaux? Pourquoi vous vous attaquez aux écoles maternelles? Et ce qui est dangereux par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois, l'école, il y a une plainte qui a été introduite contre Trump, le ministre de la guerre, et l'Iran a fait sortir. Je vais vous montrer je vais vous montrer la photo des deux responsables iraniens américains qui ont été identifiés par les services iraniens comme étant. Les gens sont en train de me fatiguer ici avec cette affaire d'Abdo là. Ok, je vais vous montrer les images. J'espère pouvoir vous montrer les images. Dans une seconde, je vais chercher les images. Les Iraniens ont identifié. Ouh là 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 là, où c'est. Oh, dans une seconde, je regarde tellement l'actualité. Oh, l'Iran. Sinon, l'Iran a mon. Oh. Ok, c'est là, voilà ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez. Voilà, c'est les deux, c'est ceux-là. Voilà, c'est. Je sais pas trop comment je. As the US-Israeli war on Iran completes a month, Tehran continues to push for justice for the strike against the girls' school in the city of Benar. Iran has publicly released pictures and the names of two US officials that it claims were responsible for the deadly missile strike at the school. The attack resulted in the killing of nearly 170 civilians, mostly young children. Iranian diplomatic missions, including the embassy of Iran in India. Ok, voilà ça ici. Ce sont les deux qui sont là. Voilà les deux. Ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur l'école des jeunes filles où il y a eu, dans les premières heures de l'agression iranienne, où il y a eu à peu près 165 personnes qui ont été tuées, y compris les éducateurs, les éducatrices et puis les jeunes filles de 8 à 10 ans. Donc ce sont les deux visages qui sont là. Et c'est le renseignement iranien qui les a identifiés. Ce sont les deux qui sont là. Vous pouvez voir là, ce sont les deux qui sont là. Alors, la question, je repose encore toujours la même question. L'Iran aujourd'hui, les Américains, ceux qui sont au courant de la situation, ceux qui connaissent le contrôle, ceux qui savent réellement quelles sont les capacités des États-Unis dans le Moyen-Orient, tous disent sans détour que l'Iran détient toutes les cartes et que l'Iran a compris quelque chose de fondamental. Et l'Iran aujourd'hui a détrôné, c'est pas moi qui le dis, je vais vous faire écouter le monsieur tout à l'heure, l'Iran a détrôné les États-Unis et l'Iran aujourd'hui occupe cette place de puissance pendant que l'Amérique nous dit que l'Iran a été anéanti. L'Iran dit, mais vous vous trompez, on n'a même pas encore commencé. Et chaque jour que Dieu fait, l'Iran sort des... Attendez, je vais vous montrer ça. Pas en continuer. Alors, voilà les deux visages, les deux criminels que l'Iran a identifiés comme étant ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur l'école des jeunes filles à Téhéran. Donc, un pays que vous prétendez avoir affaibli, détruit, qui n'a rien. Comment le renseignement iranien peut travailler jusqu'à identifier les responsables du massacre de ces jeunes filles? Alors cela en dit long sur le mensonge du gouvernement américain, sur le mensonge de Donald Trump. On continue. On va continuer ici. Je vais venir, ne vous en faites pas. Je vais revenir rapidement ici.
Il y a une image, il y a un élément important. Je vais revenir là, mais avant, c'est ici que je voudrais d'abord. Là, ici, je vais vous montrer ça. Well, as we mentioned earlier in the show, Donald Trump plans to address the nation on the Iran war with a quote update at 9 p.m. Eastern live tonight. Now we're Bon, le temps qu'on arrive là-dessus. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau, premier point, l'Iran n'est pas en position de faiblesse. L'Iran est en position de force. L'Iran est en position dominante. Et permettez-moi, on va. is wrong, Professor Pape. Of course, Alors, c'est ce monsieur-là, c'est un chercheur, un professeur qui travaille avec beaucoup de pays. C'est sur sa spécialité, c'est l'économie. Et lui n'est pas passé par 4 chemins. Il dit aujourd'hui l'Iran a toutes les cartes. Il n'est pas le seul. Aujourd'hui, presque, parce que Trump avait institué une situation, il accuse les gens d'être des traîtres. Il est en train d'être humilié. Bon, il y a des détails, il y a d'autres situations, je n'ai même pas envie de rentrer dedans. Parce qu'aujourd'hui, la Cour suprême est en train de rendre la gouvernance de Donald Trump catastrophique. C'est-à-dire la présidence de Donald Trump. Et ce qui est curieux, ce sont des juges fédéraux républicains qui ont été nommés soit par Bush, soit par Trump lui-même. Et ce sont ces juges-là qui sont en train de faire échouer Donald Trump sur beaucoup de points. Et ils le disent que tu ne fonctionnes pas à travers, et comme fonctionne la Constitution. Tu es président, tu n'es pas un roi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Chantal Camara a le courage d'ouvrir sa sale gueule pour dire à Alassane Ouattara, tu n'es pas un roi, tu es un président. Elle ne peut pas, elle n'a pas qu'elle. Alors ici, on peut ne pas être d'accord avec les Américains sur beaucoup de points. Mais reconnaissons que l'administration, c'est ce que je veux toujours dire, reconnaissons que les institutions américaines, par moment, travaillent correctement. Et quand c'est comme ça, il faut le reconnaître. Ici, Trump, je vais m'arrêter un peu, Trump avait pris des décisions pour s'attaquer aux chroniqueurs. Le juge, je crois, c'est hier ou avant, hier, pardon. La décision est sortie, on lui a dit, tu n'as aucun droit de le faire ça. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Et les gens vont continuer à parler. Donc les juges ont pris une décision et puis ils ont révoqué toutes les ordonnances et les décrets qu'il avait pris. On dit c'est la loi ou rien. Il s'est énervé. Pendant la guerre, pendant que des gens sont en train de mourir, il était obsédé par ce qu'on appelle le ballroom, c'est-à-dire une salle de fête qu'il est en train de construire au sein de la Maison Blanche. Mais il a dit que la construction de cette salle de fête, hein, on appelle ça ballroom, c'est-à-dire où on va organiser la cérémonie, tout ça, autre là, il dit que cette salle-là ne sera pas financée sur les fonds de l'État, sur les fonds fédéraux. Mais la construction de cette salle de danse sera financée par des privés, c'est-à-dire des donateurs privés. Et quand c'est comme ça, la personne ne peut contrôler la masse d'argent qui va rentrer. Et le coût du projet, c'est 400 millions de dollars. Et il dit qu'il a déjà des amis qui sont prêts à financer. Mais est-ce que vous croyez réellement que l'argent qui sera donné sera 400 millions, pardon? Non. Trump peut avoir 1 milliard puisque c'est privé. Personne ne contrôle. Trump peut avoir 1 milliard et peut déclarer que la maison a été construite à 400 millions. Les donateurs, il y a un seul donateur qui peut donner 100 millions, 200 millions, 300 millions. Mais qu'est-ce que le juge a dit? Le juge a dit que ça ne se fait pas aux États-Unis. Tu veux faire une modification au niveau de la Maison Blanche, tu passes par le Congrès. C'est le Congrès qui confirme l'idée. Et si le Congrès ne se prononce pas, tu ne peux pas. Donc, ils avaient commencé, et chaque jour que Dieu faisait, quand les gens posent des questions sur la guerre, il dit no wonder, il dit fake news. Et puis ils sortent tout de suite la maquette de Ballroom là, et puis ils montrent aux gens. C'est devenu une obsession. Et c'est hier que le juge, il y a un juge fédéral qui a été nommé par Bush encore, qui a pris la décision d'arrêter tout de suite la construction de
cette salle en disant que c'est illégal et c'est anticonstitutionnel. Et Trump est rentré dans tous ces États très énervé. Il a commencé à menacer le juge, a dit tout ce qu'il voulait. Ils ont arrêté la construction. Alors, vous voyez, c'est un président comme ça à qui on a affaire. Un président dérangé. Un président qui ne respecte même pas sa propre constitution. Pourquoi il veut construire ça? Je vous explique et puis on continue. Donald Trump, il se dit que son dernier mandat, qu'est-ce qu'il peut faire pour que le monde retienne son nom? Qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'Amérique se souvienne de lui? Le seul président à avoir osé faire ça, ça et ça. Voilà l'idée maîtresse de la politique. Donald Trump n'agit pas parce qu'il avait agi dans l'intérêt du peuple américain. Il est égocentrique. Il est égocentrique. Égocentrique. Tout est ramené à sa minable petite personnalité. Donc, quand il veut faire quelque chose, il veut que le monde retienne que c'est lui, Donald Trump. Si vous regardez un peu partout, vous avez Donald Tower, Donald Trump Tower, Donald Trump ceci, Donald Trump cela, tout ce qui est Trump, Trump, Trump. Il est tellement fond de son nom qu'il veut marquer. Il avait commencé d'abord à changer Kennedy Center. Il a voulu changer le nom en disant Kennedy Center and Trump. Ajouter son nom là-bas. Les juges ont dit que ça ne se fait pas. Il voulait ajouter son nom sur le Kennedy Center. On dit non, ils ont enlevé son nom. Maintenant, quelle autre chose il peut faire pour marquer l'esprit des Américains? Il faut qu'il construise un ballon. Il a commencé, les juges ont dit, oh, c'est fini, il faut arrêter. Mais ce qui est dangereux encore, la construction de cette soi-disant ballroom, cette salle de danse, pour les officiels, ils étaient en train de faire, ils voulaient qu'on fasse un bunker en bas, un centre de commandement de l'armée américaine. Mais il y a déjà ce qu'on appelle situation room, c'est-à-dire là où le président se retrouve avec les officiers supérieurs de l'armée, ils prennent les décisions, les frappes sont faites, là, ça existe déjà. Mais pourquoi tu veux au-dessous de ce ballroom-là, tu veux construire quelque chose en bas? Pourquoi? Parce que Trump n'est pas bête. Tout ce qu'il fait, il y a un objectif. Ils ont compris que Donald Trump veut faire ça et contrôler après lui tout ce qui va se passer. Parce que la construction, c'est son plan. Et c'est les directives qu'il va donner. Il va faire comme les Chinois, installer les micros partout, installer les caméras partout. Donc, il contrôle tout, il est au courant de tout. Et il va se mettre au devant du monde. Chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise, il va se mettre au devant du monde, faire croire que c'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez un peu l'image qu'il voulait. Et les gens ont compris ça, on dit non, non, on ne veut pas. Donc le juge hier a dit non. Alors c'est ce même Donald Trump qui doit s'adresser aujourd'hui aux Américains en disant quoi? Is professor of political science at the University of Chicago. You can and should follow the escalation trap on Substack. Professor, thanks so much for joining us. Thank you very much for having me. You accommodated my schedule here. I really appreciate that. And I'm also delighted to speak to the audience here again, which is so crucial. Parce que si on n'écoute pas ce que le monsieur a dit, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous échapper par rapport à cette situation que nous vivons. Parce que Trump a perdu la guerre. Trump a perdu le contrôle. Et Trump veut se retirer. Trump qui a dit qu'il n'a plus besoin de, comment on appelle ça, de ses alliés. Et est-ce que vous savez que cette guerre est en train de faire exploser, comment vous appelez, l'OTAN? Bon, en anglais, il faut dire NATO, on fait l'OTAN. Parce que les pays de l'OTAN ont refusé. Ils disent qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas leur guerre. Et Trump les a insultés chacun individuellement. Il a pris chacun par son nom et puis il a insulté à tel point qu'il a même appelé le prince héritier de l'Arabie Saoudite, excusez-moi l'expression, il a dit « Viens lécher mon derrière ». Vous pouvez imaginer ça? Un président en fonction aux États-Unis, à la Maison-Blanche, appeler un dirigeant du monde, viens lécher mon derrière. Il a dit ça au prince Salman.
Sac Maes, il a dit au monsieur, comme ça, pleine conférence, il a insulté le monsieur. Parce que la guerre est en train de redéfinir les forces stratégiques dans le Moyen-Orient. Le Koweït a déjà décidé de chasser tous les Américains du Koweït. Donc, ce qui fait, moi je ne savais pas, c'est hier que j'ai appris ça. Le Koweït a décidé de mettre dehors tous les Américains. Donc, l'Iran a arrêté de frapper le Koweït. Si vous voyez, on dit l'Iran frappe le Koweït, faites beaucoup attention si ce n'est pas une vieille vidéo. Parce que j'ai appris que ça fait une semaine que l'Iran a arrêté de cibler le Koweït. Parce qu'aucune frappe américaine, aucune attaque américaine ne vient désormais du Koweït. Maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui voulait faire le double jeu avec le Qatar et les Émirats Arabes Unis, qui disent que ce que Trump a commencé, il faut qu'il termine. En faisant quoi? En mettant le régime iranien complètement KO. Parce que si Trump va comme ça, l'Iran deviendra plus fort et plus dangereux dans le Moyen-Orient. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Et c'est ce que le monsieur-là va développer tout de suite. Donc je vous en prie, on écoute rapidement et puis on évolue. Well, your audience is so important, and I just couldn't thank you enough. Well, thank you. And we wanted to start with this clip of Benjamin Netanyahu talking about what Israel's goal for the region might be after the war. Obviously, two nuclear or one nuclear nation potentially trying to thwart another nuclear nation from growing, which has been the focus of your entire career, Professor. So let's go ahead and roll the clip. This is the guarantee for our future. Wow. We are working on transforming. Pourquoi j'ai beaucoup aimé cette intervention? Vous allez écouter le président, le premier ministre iranien Benjamin Netanyahu. Vous avez l'impression qu'il contrôle quelque chose. Vous avez l'impression qu'il détient les cartes. Vous avez l'impression que c'est lui qui va déterminer le futur de cette guerre. C'est lui qui va déterminer ce qui va se passer demain. Quand vous l'entendez parler, vous avez l'impression qu'il a le contrôle. L'Iran, c'est fini, c'est une vieille histoire. Absolument faux, tout est faux. Vous savez, la communication, c'est aussi une arme de guerre. Vendre l'illusion aux Israéliens, vendre le mensonge aux Israéliens, c'est sa tasse de thé. On va écouter et puis je vais vous donner la traduction tout à l'heure. On va écouter. Israel into a super nation in the region and globally, and we were able to do so thanks to our soldiers and our captains and all those who fought and those. Voilà. Waouh! C'est bien beau de boire un peu d'eau. Il a dit quelque chose qui échappe même à la presse européenne. Il a dit quelque chose que je souhaiterais que chacun retienne. Là, ce qu'il vient de dire. Il dit que, je vais revenir en arrière, légèrement en arrière. Ok, je vais écouter. War, obviously, two nuclear or one nuclear nation potentially trying to thwart another nuclear nation from growing, which has been the focus of your entire career, Professor. So let's go ahead and roll the clip. This is the guarantee for our future. Il dit, c'est la garantie de notre futur. C'est lui qui parle d'abord. Hein. Je ne fais que faire la traduction. Je ne fais pas encore les analyses, mais la traduction. Il dit, cette guerre va garantir notre futur. Et cette guerre, on l'a déjà gagnée. Donc notre futur est déjà garanti. Écoutons. We are working on transforming Israel into a super. Et nous sommes en train de travailler pour rendre Israël une super puissance. Une puissance mondiale. Hey! Ah, subhanallah, vous n'écoutez pas. Bon, j'aurais souhaité voir 1 million de partages aujourd'hui. On va écouter encore. A nation in the region and globally, and we. Nous travaillons pour que Israël devienne
une puissance mondiale dans la région et dans le monde. En un mot, il dit que cette guerre, ce n'est pas parce que l'Iran détient une arme nucléaire, mais nous voulons, nous en tant qu'Israël, être la seule nation, le seul pays à détenir l'arme nucléaire dans la région, dominer la région et dominer le monde. Comment Israël va dominer le monde? Vous allez dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez la tête et non la queue. Vous n'allez pas emprunter chez les gens, mais les gens viendront emprunter chez vous. Vous serez la lumière du monde. Voilà la promesse de Dieu. Et que ce bâtard-là de Premier ministre, ce malhonnête de Premier ministre, ce voleur de Premier ministre, ce dangadé de Premier ministre, ce criminel de guerre, il mélange tout. C'est vrai, c'est des promesses que Dieu a faites. Mais quand Dieu a fait cette promesse, il n'y a pas un petit professeur de théologie, peu importe la confession, qui peut me damer le pion sur ce que je vais vous dire. Il n'y en a pas sur la terre des hommes, nés d'un homme et d'une femme, ici. Cette promesse de Dieu, Dieu l'avait fait sur quoi? Sur la base que lui-même, il devienne le roi d'Israël. On ne vous dit jamais ça, on ne vous enseigne pas ça dans la théologie. Les petits pasteurs plaisantins, là, venez prendre les soins ici. Mais le jour que Israël a dit à Dieu, on ne veut pas de toi comme notre roi, on veut choisir notre roi comme les autres choisissent leur roi. Ce jour-là, ils ont perdu le privilège de la promesse de Dieu. Et ça, les gens passent le temps à raconter leur vie de merde sans faire référence à ces choses-là. Quand Dieu dit, vous ne serez plus la tête, pardon, vous ne serez pas la queue, mais la tête. Vous serez la lumière du monde. Le monde viendra chez vous, c'est parce que Dieu lui-même sera votre roi. Mais ils ont dit, on ne veut pas. C'est là que Dieu a choisi Saül, quelque chose comme ça, qui fut le premier avant le roi David. Et c'est là Dieu a dit, je regrette de t'avoir choisi. Et Israël a toujours désobéi. Alors, comment un enfant désobéissant, menteur, rebelle, corrompu, voleur, peut hériter de la promesse de Dieu? Cette promesse ne concerne pas ce menteur, ce voleur, ce criminel de guerre. Cette promesse ne concerne pas. Alors, tout à l'heure aussi, je vais vous montrer les vraies images qui montrent que Dieu est avec l'Iran dans cette guerre. Mais on va l'écouter. Donc, Israël veut dominer le monde. Israël veut profiter de cette guerre pour se positionner et dominer le monde. Dominer le monde. Dominer le monde. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. We're able to do so thanks to our soldiers and our captains and all those who fought and those who died, and of course thanks to your solidarity and your steadfastness. Il faut être malhonnête, il faut être idiot comme ce voleur pathétique pour tenir ce genre de langage. Une guerre qui n'a même pas de raison d'être. Une guerre qui n'en vaut même pas la peine. Une guerre que tu as perdue. Une guerre qui a détruit ton pays. Et tu dis tu vas être la première puissance. Quelle puissance? Tu as gagné quoi? Jérusalem est en train d'être, Tel Aviv est en train d'être effacé de la carte. Tout ce qu'il y a comme bâtiment administratif, bâtiment politique, centre de commandement militaire, tout a été rasé. Tout. Les gens ont été enterrés en tant que bunkers. C'est devenu leur tombe. Il n'y a pas moyen de sortir. Les immeubles se sont écroulés sur eux. Il n'y a pas possibilité de sortir. Et toi, tu viens nous parler de quoi? Bon, on va écouter ce que le professeur va dire sur ce discours-là.
So, Professor, the title, as I just read of your latest post on the escalation trap, is Trump may say the war is over, he's wrong. Is this why you think if Trump tries to say the war is over, he's wrong? Yes. What we're going to see, and your listeners will know, I talked about 3 stages. We've done stage 1. We're stage 2. Stage 3 is the ground power dilemma. Well, if we don't go to the ground war, that's not de-escalation as many people would hope. It's going to be a stage 4. There's going to be a continuation, and that's what I'm going to explain here and also more later. So, il dit que la guerre telle que les gens le voient, ce n'est pas comme ça. Il y a des étapes et il va tout à l'heure définir les différentes étapes. Enfin, il va définir quoi la dernière étape, c'est ce qui m'intéresse, ce qu'il va dire, c'est pourquoi je veux qu'on écoute ça ensemble. So stage 4, and this is where Netanyahu is really wrong, is about what will be the new center of world power coming out. Il dit ici le 4e niveau de cette guerre, parce qu'il a classifié cette guerre. Au début, il dit qu'il avait classifié à 3 niveaux. Maintenant, il a mis cette guerre, il a revu sa classification à 4 niveaux. Et le 4e niveau, il dit Benjamin Netanyahu a complètement tort, il a complètement tout faux. Et il va expliquer pourquoi. Of this conflict. Netanyahu said it's going to be Israel. He's wrong. Voilà, et dit, Benjamin Netanyahu dit que Israël sera la puissance montante de la région et la puissance mondiale. Il dit c'est absolument faux. Ce monsieur-ci, c'est un professeur d'université en économie, en géostratégie, en géoéconomie. Il est consulté par la plupart de tous les monarques dans le Moyen-Orient. Il a des universités, des étudiants, à qui il donne des cours à travers des systèmes de visioconférence. C'est quelqu'un qui est très consulté, qui est très écouté, qui est très apprécié parce qu'il a une vision très claire de l'économie mondiale. Et maintenant, voilà ce qu'il va dire, qui remet tout en cause. Tout le mensonge de Trump et de Netanyahu. It's not going to be Israel, and you can already see who it's going to be today, which is Iran is not just controlling shipping, the way people are describing. La puissance montante dans la région, incontestablement, c'est l'Iran. L'Iran est le grand vainqueur de cette guerre. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Je vous ai dit, ne regardez pas les immeubles qui tombent. Ne regardez pas les immeubles ici. Ne regardez pas, sinon c'est une perte de temps. La guerre, il y a des destructions. La guerre, il y a des morts. Mais, après les morts et les destructions, faites en sorte que ces morts et ces destructions ne soient pas vaines. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, le monde reconnaît la puissance de l'Iran. C'est pourquoi les monarques du Golfe disent à Trump, tu ne peux pas partir. Tu as commencé quelque chose, pourquoi tu ne veux pas terminer? Trump dit, moi je m'en vais. Parce que Trump n'a plus les moyens de continuer la guerre. Arrêtons de nous blaguer. Il y a quelqu'un qui paye la guerre. Quelqu'un finance la guerre. Je vous ai dit, pour que l'Amérique s'engage dans une guerre à longue, comme on appelle, sur une longue période, il faut que les bons du trésor américain soient acceptés ou vendus à des pays. Mais du fait que Trump est un gueulard, un manipulateur qui ne tient pas sa promesse, les gens ne veulent pas, ils veulent faire payer à Trump l'arrogance qu'il a eue à travers les tarifs douaniers. Ça, c'est le payback time en anglais. Payback time. Payback time, c'est le temps de retourner l'ascenseur à l'envoyeur. Et c'est ça qui fait mal à Trump. Parce que Trump s'est rendu compte, et on le lui dit, on chuchote dans ses oreilles. Mr. President, this is a payback time. Tu as oublié les 10%, 20%, 30%, tarifs douaniers, tu as menacé, mais aujourd'hui, tu as menacé tout cela, tu as oublié que tu as... Et Dieu, moi j'adore mon Dieu. J'adore. Si vous n'aimez pas Dieu, je suis désolé pour vous. Adorez Dieu, les gars, je vous en prie. Adorez Dieu. Dieu est... C'est-à-dire que
on peut, si vous comprenez Dieu, voilà, vous êtes tranquille. Ah, j'adore Dieu. Est-ce que Trump pouvait s'imaginer que Dieu allait le faire asseoir et l'humilier devant le monde? Le jour où il faisait ces bêtises-là dans le bureau rival, le jour où il menaçait chaque pays, il prenait chaque dirigeant par son nom, il ne savait pas qu'il allait susciter. Dieu est doux. Non, Dieu est trop doux. Allah, Dieu est trop doux. Dieu est trop. Parce que tu fais tes trucs, tu ne sais même pas. Dieu te laisse faire. Dieu te laisse faire. Parce que lui, il voit là où toi, tu ne vois pas. Si on avait dit à Trump que ça allait arriver là, au nom de Dieu, tout le conneries qu'il a fait dans l'affaire des tarifs douaniers, là, il n'allait jamais faire ça. It's too late. My friend, dear President, Mr. Trump, it's too late. I'm so sorry, man. It's too late. Payback time. You're going to pay for your arrogance, your misbehavior. You're going to pay for every pain. Tu vas tout payer. Et c'est ça. Maintenant, le monsieur dit, Benjamin Netanyahu était menteur. Le véritable vainqueur, la vraie puissance de la région, désormais indiscutable, c'est l'Iran. Pourquoi? Je vais vous montrer d'autres vidéos, je vous en prie. Aujourd'hui, tout le monde vient négocier avec l'Iran pour avoir un droit de passage. Et Trump a compris. Il dit, mais attendez, toi tu veux faire la guerre, tu dis le droit n'est pas fermé. Maintenant, les gens passent, ils disent, ah, monsieur le président Trump, tu dis c'est fermé, c'est pas fermé, notre bateau est passé. Les bateaux de certains pays européens passent. Mais seulement désormais, chacun doit payer à la caisse 2 millions de dollars en yuan. Pas en dollars américains, en yuan. Tu payes, tu passes. Maintenant, ceux qui ont cru qu'ils pouvaient tester là, ils ont envoyé les bateaux kamikazes. Boum, catastrophe blabla, tout a brûlé. Mais ce n'est pas tout. L'Iran a pris un bateau chargé de militaires israéliens et américains. Ça, c'est la partie intéressante que j'attends pour la fin. Mais pour le moment, écoutons d'abord le professeur. Oil prices, the way people are describing, Iran is controlling so much world oil, so much, and oil is so critical to world power that Iran is emerging as a new global center of power. So let me just explain this a moment. So before the war, 33 days ago, there were 3 centers of world power we discussed. The U.S., Russia, and China. Now, why was Russia even in that mix? Because it had 11% of the world's oil, and of course it uses that for military purposes. Alors, il dit aujourd'hui, la puissance repose sur le pétrole, les ressources énergétiques. Je voudrais que les présidents de l'AES retiennent ça de façon fondamentale. J'invite les présidents de l'AES à voir nos ressources naturelles, nos ressources énergétiques comme une bénédiction de Dieu. D'ailleurs, je sais que nos présidents le savent, mais que cette bénédiction soit tournée à l'avantage des peuples du Sahel. C'est ça qui va déterminer le futur. C'est ça qui fera de nos pays au sein de l'AES une puissance au sein de l'Afrique. Et c'est ce qu'il explique. Alors, l'Iran aujourd'hui devient cette puissance parce que, curieusement, l'Iran aujourd'hui, l'Amérique a levé toutes les restrictions sur le pétrole iranien. Donc, l'Iran peut vendre son pétrole. Est-ce que vous commencez à comprendre cette guerre-là? C'est-à-dire, voilà une guerre qui a pour objectif, selon eux, d'affaiblir l'Iran, qui aurait des intentions nucléaires. Et les gens ont dit, mais attendez, aujourd'hui, l'Iran a fermé tous ses sites nucléaires. Vous dites que vous avez bombardé. Quelle preuve vous avez si l'Iran n'est pas en train d'enrichir son uranium en capacité militaire? L'uranium enrichi en capacité militaire. Vous ne pouvez pas contrôler parce que vous avez bombardé et l'Iran ne veut plus permettre aux gens d'aller vérifier. Donc, il y a des informations que j'ai lues. L'Iran aujourd'hui a l'arme nucléaire.
Ils étaient à un doigt. Il ne reste qu'à faire des tests. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Iran, vous l'avez attaqué et en même temps, vous dites, pour atténuer la crise énergétique, vous dites à l'Iran, vends ton pétrole, vends ton gaz. Et l'Iran est en train de vendre son pétrole. L'Iran est en train de vendre son gaz. Alors, comment vous attaquez un pays et vous enlevez toutes les restrictions et vous dites, il faut vendre maintenant. Mais l'Iran vend. L'Iran vend son pétrole. Donc, pendant que l'Iran fait la guerre, l'argent rentre. Quand l'Iran vend, ce n'est pas seulement à la Chine. L'Iran vend à qui? L'Iran vend à la Chine. L'Iran vend à l'Inde, qui est un gros consommateur. L'Iran vend à des pays européens qui sont des gros consommateurs. Donc, pendant que l'Iran fait la guerre, toutes les restrictions sont levées. L'Iran vend son pétrole, son gaz. Je vous invite à réfléchir un peu avec moi. Est-ce que cette guerre, l'Iran ne la gagne pas? En même temps, la Russie, on dit à la Russie, écoute, toutes les restrictions là, nous au niveau des États-Unis, on lève toutes les restrictions sur le gaz et le pétrole russe. On dit à la Russie, vends ton pétrole à qui tu veux, comme tu veux, selon ta volonté. Mais Poutine est assis chez lui, c'est ce que Poutine voulait. Il se frotte les mains. Aujourd'hui, le prix du baril qui était à 60 $, aujourd'hui, est approximativement à 113, 112, voire 115 $. D'accord? Ou 120 $. Mais il vend, il fait le double, il est assis. Non seulement la quantité augmente, mais au lieu de 60 $, désormais c'est à 120 $, il vend. Est-ce que Poutine n'est pas en train de ramasser l'argent? Si. Est-ce que ouais? Donc, je demande au Niger de vraiment d'essayer de revoir sa production en termes d'hydrocarbures pour les pays de l'AES, pour que nous soyons vraiment le Niger. Et moi, je réitère encore ma demande. Je demande au président Tiani, au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta, de voir dans quelle mesure le Mali et le Burkina peuvent avoir des prises de participation au sein de l'entreprise publique nigérienne dans la production, la transformation du pétrole en hydrocarbures. Et que nos pays, le marché de l'AES soit un marché florissant pour le Niger. Et que la production ne soit pas seulement une production nationale, que le Niger puisse produire suffisamment pour le Mali et le Burkina. Maintenant, si les pays de l'AES sont servis et qu'il y a suffisamment de stock restant, on peut les vendre aux autres pays. Le Togo est là, le Tchad est là, d'autres pays ont besoin du pétrole, ils peuvent venir acheter le Niger. Il faut que le Burkina et le Mali soient vraiment actionnaires dans la compagnie d'État nigérienne pour que la compagnie puisse s'élargir, produire plus et vendre plus. Vraiment, c'est mon souhait. Je ne sais pas comment ils vont prendre ça, mais c'est mon souhait. Alors, ceci dit, il est important pour nous et fondamental pour nous de retenir ça. Les Américains ont perdu cette guerre parce que Trump, aujourd'hui, il le dit. Il en a tellement marre, il n'a pas autre solution. Il dit aux pays de l'OTAN, je suis en train de reconsidérer la position des États-Unis d'Amérique. Je veux désormais quitter l'OTAN. Mais le problème, c'est quoi? Il y a une disposition constitutionnelle qui empêche le président de prendre une décision unilatérale. Il va falloir qu'il passe par le Congrès pour valider le retrait des États-Unis de l'OTAN. Mais Trump ne devrait pas accuser les pays de l'OTAN, même s'ils ne sont pas d'accord avec les pays de l'OTAN. Trump devrait, en ce qui me concerne, Trump devrait attaquer plus sa propre position. C'est sa position qui a entraîné cette situation. C'est lui qui est allé en guerre. Les pays de l'OTAN ne sont pas allés en guerre. C'est lui qui est allé en guerre. Hein? Les pays de l'OTAN, c'est pas... Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais rapidement... C'est pas les pays de l'OTAN qui sont allés en guerre. C'est lui.
Voilà, donc c'est lui qui... Donc c'est lui. Permettez-moi, je suis en train de contrôler un peu à mon niveau. Voilà. Voilà, donc je suis en train de suivre un peu. Voilà, donc, alors, ouais, je suis en train d'avoir le retour sur les deux, aussi bien sur Facebook et puis YouTube. Un retour, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, la qualité de l'image et du son. Alors, on va écouter et puis rapidement avancer. Well, Iran now has double that amount of world oil, more than any other country on the planet. And what that's going to mean are $75, $100 billion a year more to put into military. That nuclear enrichment is Donc, now. Il dit aujourd'hui, l'Iran, plus que n'importe quel pays au monde, dispose de suffisamment de ressources en termes de pétrole. Ça peut être 100 milliards de dollars par an. Donc, c'est des ressources forcément qui seront injectées dans l'industrie militaire. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce qu'il a dit, I'm gonna break it down for you. Je vais un peu détailler pour vous. Dans les pays du Golfe, il y a des infrastructures qui ont été mises en place, économiques, par rapport au pétrole et au gaz. Koweït, Qatar, Dubaï, enfin, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Arabie Saoudite et autres. Et ces pays ont été les cibles des frappes iraniennes. Donc, les dommages causés par les frappes iraniennes dans ces pays-là, en termes de production énergétique, peut-être c'est dans 3 ans, 4 ans, 5 ans que ces pays-là pourront retrouver une peut-être petite stabilité en termes de vente. Mais pendant ce temps, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, l'Iran reste le seul pays avec les capacités et les possibilités de vente. Alors, vous voyez, quand vous voulez faire une guerre, il ne suffit pas de dire il y a une armée forte. Il ne suffit pas de dire vous prenez le temps et puis vous analysez. La guerre que je veux faire, quel est l'objectif de cette guerre? Quel est l'impact de cette guerre? Est-ce que cette guerre-là sera profitable à mon peuple? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le pays que vous voulez détruire devient, aujourd'hui, c'est l'Iran qui sera le plus gros producteur, le plus gros vendeur de pétrole dans la région. Ce n'est pas tout, ça c'est en termes d'économie, gaz et pétrole. Mais en termes militaires, l'Iran reste et sera la seule puissance véritable qui va dicter sa loi. Parce que les Américains ne pourront plus. Pourquoi? Parce que l'Iran a frappé suffisamment les bases militaires. L'Iran a frappé suffisamment. Tout récemment, j'ai regardé, juste avant de commencer le direct, il y a 3 bateaux qui ont été frappés. 2 bateaux étaient des bateaux, des tankers, et le 3e, c'était un bateau qu'on a voulu faire passer sous une fausse identité. Et les Iraniens ont identifié, traqué, et puis ils ont intercepté le bateau. Ce sont les officiers américains et israéliens qui étaient dedans. En fait, vous entendez beaucoup dire que les gens vont intervenir sur le champ gazier iranien qui est une huile. Aujourd'hui, vous entendez cela beaucoup plus. Mais c'est une option suicidaire. Pour la simple raison que l'Iran, d'après tous les spécialistes, j'ai écouté des professeurs d'histoire, j'ai écouté des chercheurs, j'ai écouté plein de gens. La géographie iranienne ne permet pas à l'Amérique de faire une telle projection. Israël a été clair. Et ce qui est malheureux, les Israéliens, le ministère de la Défense d'Israël, hier ou avant-hier, a envoyé un mémo pour dire que Israël ne participera pas à une invasion terrestre, à une incursion terrestre, à une action militaire terrestre en Iran. Que parce que Israël n'a pas la logistique pour faire une telle opération militaire. Waouh! C'est eux qui ont poussé l'Amérique à aller en guerre et ils disent qu'ils n'ont pas la logistique pour faire une intervention terrestre. Les Américains, qu'est-ce qui rend la situation compliquée? Toute approche du lieu
Ils disent qu'ils veulent saisir cette île. Toute approche sera tout de suite identifiée et frappée par des missiles, soit par des drones, soit par des missiles, soit par des bateaux, soit par des mines. Donc, la voie maritime, ce n'est pas possible. La voie aérienne par hélicoptère, ce n'est pas possible. Comment vous allez faire ça? Donc aujourd'hui, les options sont compliquées, c'est difficile. C'est vrai, Trump a amassé des gens, à peu près 10 000, mais ils ont dit, pour prendre le contrôle d'un espace iranien, l'Iran dispose d'à peu près 1 million, je dis bien 1 million de soldats prêts. Et tous ont été activés. Et Kadyrov, Kadyrov, là, lui vient d'où là? Le gars Kadyrov, là, l'armée tchétchène, je crois que c'est la Tchétchénie, voilà, ils sont déjà prêts à intervenir. Les Houthis sont entrés dans la danse, le Hamas s'est réveillé, le Hezbollah s'est réveillé. Alors, et puis l'Irak a dit, s'il y a une intervention terrestre, l'armée irakienne, formée avec l'argent du contribuable américain, l'armée iranienne et irakienne, ça frôle, formée par l'argent du contribuable américain, équipée par l'argent du contribuable américain, l'armée irakienne a déjà déployé une, je sais pas, j'ai regardé la colonne, je ne sais pas, ils sont combien. Ils sont entrés en Iran aujourd'hui. Depuis hier, ils sont entrés en Iran. Des militaires irakiens, formés par des Américains, équipés par des Américains, ils sont rentrés en Iran aujourd'hui pour aller aider l'Iran par rapport à cette invasion terrestre. Pour qu'une invasion terrestre réussisse, il faut que d'abord l'espace aérien soit scellé, alors que l'espace iranien n'est pas scellé. L'Iran continue d'abattre les drones, continue de pourchasser les F-35, les F-22, les F-18, les F-16. Et le ciel israélien aujourd'hui appartient à l'Iran, avec ses missiles à sous-munitions. Donc moi je ne sais pas. Vous ne contrôlez pas l'espace aérien iranien, vous voulez faire une invasion terrestre, vous voulez envoyer vos soldats, alors que l'Iran dispose, mais les gens de l'Iran n'ont même pas besoin d'envoyer des militaires avec les drones kamikazes, les missiles à sous-munitions, mais les militaires sont déjà... Mais il y a des militaires qui ont déjà commencé à dire, là, c'est Trump fait ça, je vous jure au nom de Dieu, ils vont le tuer. Des Américains vont se sacrifier pour tuer Trump. Il fait ça, ils vont le tuer. Parce que tout le monde dit, cette invention-là, c'est un échec d'avance. Parce que tu ne maîtrises pas le terrain. Tu n'as pas le contrôle sur le terrain. Bon, l'Iran, ce n'est pas l'Irak. C'est ce que les gens ont dit. L'Iran, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Ils disent non, on va aller là-bas. Ils disent, à Mwanadouat, je vais aller détruire toute l'île. Mais tu détruis l'île là. Ce n'est pas à l'Iran que tu fais du tort. L'Iran va, tu attaques les gaz, le champ gazier iranien. L'Iran attaque le champ gazier qatari, koweïtien, émirati, saoudien. Et c'est le monde qui sera en crise. Les gens disent, mais attends, tu veux faire quoi, monsieur le président? Tu veux créer une crise mondiale? Tu as fait ça et puis tu vas rester au pouvoir? Mais tu fais ça, c'est fini. C'est le monde entier qui sera contre toi. Parce que l'Iran a été clair. Et l'Iran, quand l'Iran dit, l'Iran fait. Aujourd'hui, le marché mondial, je veux le dire, je le répète, le marché aujourd'hui écoute plus l'Iran que Donald Trump. Le marché, quand l'Iran dit nous allons frapper l'Iran, le marché reste silencieux et attentif. Et quand l'Iran frappe, le marché réagit, soit positivement, soit négativement. Donc, le marché qui est supposé réagir aux propos du président américain, au contraire, réagit aux déclarations des gardiens de la révolution. Est-ce qu'un pays comme ça n'a pas gagné la guerre quand vous contrôlez la fluctuation de l'économie mondiale? Vous êtes une puissance militaire et une puissance économique de la région. On peut ne pas être d'accord avec l'Iran. On peut accuser l'Iran. On peut dire tout de l'Iran. Mais l'Iran aujourd'hui contrôle l'économie mondiale. Et lancer, je répète encore, une action militaire terrestre
aucun militaire américain ne sortira vivant de l'Iran. Aucun. Et Trump le sait. C'est pourquoi Trump a décidé de se retirer de l'Iran. Il veut se retirer et il dit aux autres pays, aux pays occidentaux, chacun n'a qu'à aller chercher son pétrole. Nous, là, on va pas... Bon, est-ce que ça va amener l'Iran à baisser la garde? Je ne crois pas. L'Iran reste déterminé. Et j'ai écouté le guide iranien et dit l'Iran se battra jusqu'au dernier soldat iranien. Jusqu'au dernier Iranien vivant sur terre. Pour prendre le contrôle de l'Iran, le dernier Iranien doit être mort d'abord. Mais vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Parce que cette guerre, même si on peut ne pas être d'accord, et ça c'est tout à fait normal, c'est une logique. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais il y a une réalité qui est là. Alors, regardez ça aussi, je vais faire... Quiet border town, helicopters in the sky, commandos landing in the dark, and suddenly, gunfire erupts. The Israel-Lebanon frontier has once again turned into a battlefield. This is Times XP's World Quiet border town, helicopters in the sky, commandos landing in the dark, and suddenly, gunfire erupts. Il y a les soldats israéliens ont voulu jouer au chat et à la souris avec le Hezbollah. Donc, quand ils se sont posés dans le sud de Liban, ils ne savaient pas. Regardez, cette guerre-là est devenue une guerre d'intelligence. Aujourd'hui, l'Iran partage toutes les informations satellitaires avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Je répète, l'Iran partage aujourd'hui les informations satellitaires, c'est-à-dire les positions de l'armée américaine, de l'armée israélienne. Aussi bien en Israël, aussi bien dans le Moyen-Orient. Donc, quand l'hélicoptère israélien a atterri, l'objectif était de débarquer des soldats dans le sud du Liban. Alors qu'ils oubliaient que dès que l'hélicoptère avait décollé d'Israël, l'hélicoptère était suivi. Donc, dès que l'hélicoptère a atterri, quand les premiers soldats ont commencé à sortir d'un pape les feux, ils ont commencé à bombarder, c'est ce qu'elle explique, et tout de suite l'hélico a fait demi-tour, les gens sont repartis. Et ils ont compris une chose, l'Iran est en train de partager les informations avec tous les proxys qui travaillent avec l'Iran. Le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, sans oublier la branche militaire iranienne. Et ce qui a tué les Américains, je vais vous l'expliquer. Et ça, j'ai trouvé très fascinant. Comment l'Iran a pu infiltrer l'armée irakienne, sceller des accords à l'intérieur, pendant que cette même armée était formée avec les Américains. Et c'est ça qui est en train de tuer les gens. Et ça, les gens, ça fait tellement mal, ça leur fait tellement mal qu'ils refusent même d'en parler. C'est-à-dire que toutes les années qu'ils formaient les soldats, j'ai dit de diminuer ça. Alors, pendant toutes ces années qu'ils ont formé des soldats irakiens, les militaires irakiens, ils se sont rendus compte qu'ils ont formé leurs propres adversaires, leurs propres ennemis. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont pris la route vers l'Iran. Je vais voir si je peux vous montrer la vidéo rapidement. Je vais voir si je peux. Bon, je vais voir si je peux vous montrer rapidement. Je vais voir si je peux vous montrer les Irakiens. Ok, on va revenir rapidement où ça y est. Je vais voir où je peux rapidement. Je vais voir si je peux. Parce que c'est intéressant de vous montrer cette colonne de blindés irakiens qui quittent l'Irak vers... Alors, quand Benjamin
Alors, je vais essayer de voir si je peux vous montrer quelques images. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir, je suis pas trop sûr. Bon, ça, c'est les bateaux qui ont été interceptés. Oh là 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 là, je sais pas si je peux retrouver. Bon, c'est pas. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas grave, mais je vais vous montrer ça rapidement. Et puis phase if Trump decides to intensify the je conflict. vais vous montrer ça, c'est pas important. Je vais rapidement revenir ici. On va voir ça un peu. Et puis on va avancer. Behind American defenses. In a further claim, Iran said it had taken out an advanced aerial radar at the Jabal al-Ahmed base, presenting this as another blow to US surveillance and early warning capabilities in the area. Dans tous les cas, ce qu'on peut retenir, sans vous... cette guerre, les États-Unis l'ont perdu, Israël l'a perdu. Et l'Iran reste maître du jeu. C'est l'Iran, comme l'Iran l'a toujours dit, c'est l'Iran qui va déterminer l'issue de cette guerre. Mais quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que l'Iran est fini. L'Iran, oui, les immeubles ont été détruits. Vous avez entendu tout à l'heure le professeur parler. L'Iran va empocher, pendant que l'Iran fait la guerre, c'est 70 milliards, c'est 100 milliards, c'est l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, rebâtir la capitale, mais attention, ne limitez pas l'Iran à Téhéran. C'est la capitale politique, c'est vrai, mais l'Iran, c'est plus de 1,2 million. Il y a des régions iraniennes qui ne savent même pas s'il y a la guerre en Iran. Je répète, il y a des régions en Iran, surtout l'est de l'Iran. Les gens disent, mais attendez, l'Iran a stocké une quantité inimaginable de missiles à l'est. Et jamais ces missiles n'ont encore été utilisés. Donc, à l'est de l'Iran, on ne sait même pas qu'il y a la guerre à Téhéran. Toute cette concentration de missiles, c'est à Téhéran. C'est pourquoi les gens veulent contrôler le narratif pour faire croire que l'Iran est détruit. Mais c'est faux. C'est Téhéran. C'est vrai, il y a des gens qui vivent là. Mais Téhéran, ce n'est pas l'Iran. Téhéran, c'est la capitale de l'Iran. Téhéran ne fait même pas 1% de l'Iran. Donc imaginez, il y a encore plein de régions, de villages, de départements, tout ça en Iran qui ne savent même pas. Oui, ils voient les informations. Mais attends, quelqu'un qui est à 2000 km au bout de l'Iran, et toi tu largues une bombe à Téhéran. Lui, il a 2000 km de Téhéran, dans le même pays. Mais comment lui va savoir qu'il y a la guerre s'il ne suit pas puisque les Américains ne peuvent pas couvrir l'ensemble du territoire iranien. Je voudrais que vraiment vous reteniez cela. Je ne l'impose pas, mais j'invite chacun. Il faut retenir cela. Alors, dans quelques instants, je vais demander aux gens de Facebook de se rabattre sur sur YouTube. D'accord? Voilà, l'appareil que j'utilise là. Sous peu, on va aller un peu, voilà, on me dit que je suis en cours de choses. Je vais voir si je peux, mais je ne crois pas que je puisse faire grande chose. Je vais voir si je peux faire quelque chose là. Je vais vérifier quelque chose rapidement avec vous et puis on va avancer. Je ne suis pas trop certain. Je vais voir. C'est pas trop sûr. Ok, ça va. Je vois. Ok, c'est bon, ça peut aller. Ok, Facebook, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester. Voilà. Alors, comme je disais, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans cette guerre. On veut nous faire croire que l'Iran, c'est fini pour l'Iran. C'est faux. L'Iran, c'est plus de 1,2 million km². Téhéran ne fait même pas 200 000 km². Donc Téhéran ne fait même pas 1% du territoire iranien. C'est vrai qu'on voit des destructions, puisque c'est là-bas que tout est focalisé. Mais l'Iran n'est pas bête.
l'Iran profite de la géographie. Les autorités iraniennes ont été très intelligentes. Elles profitent de la géographie du pays. Il y a des endroits où il y a des montagnes. D'abord, le pays est vaste. Donc, il faut profiter. Cela, c'est la... Regardez, ils veulent contrôler le narratif pour faire croire que l'Iran perd la guerre. C'est faux. L'Iran peut aujourd'hui décider de transférer la capitale dans une autre région. En Côte d'Ivoire, on a décidé, c'est Ouattara le voleur qui a empêché ça. Ouattara le voleur, sinon la capitale devait être transférée à Yamoussoukro. On a vu au Nigeria, de Lagos, ça a été transféré à Abuja. Donc tout pays peut décider à un moment donné de transférer la capitale quelque part. Mais l'Iran peut décider de transférer la capitale dans une autre région. Et puis commencer à rebâtir Téhéran. Demander aux gens de quitter Téhéran le temps que Téhéran soit rebâti. Puisque l'Iran aura l'argent suffisant pour le faire, avec les droits de passage qui seront déjà de 2 millions de dollars sur chaque bateau, et qu'on sait que c'est 20% du trafic, comment on appelle, la consommation du trafic maritime mondial, c'est énorme, 20%. Et vous prenez 2 millions de dollars par bateau. Imaginez la manne que ça fait, sans dépenser un centime, vous êtes là juste droit de passage, 2 millions de dollars, c'est énorme. Les compagnies sont prêtes à payer. L'essentiel, c'est de pouvoir passer en toute sécurité. Une fois que c'est instauré, c'est fini. Ça va s'appliquer, ça deviendra quelque chose. Donc, ce sera une porte d'entrée. Alors, qui a fait ça? C'est l'idiot du président américain qui a permis à l'Iran aujourd'hui. Moi, je suis tellement content de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir parce que l'idiot du président est en train de libérer les gens. L'idiot du président comme Macron, aujourd'hui, a permis à l'Iran d'asseoir sa domination, sa suprématie et d'imposer sa volonté. C'est vrai qu'il y a eu des pertes, c'est vrai qu'il y aura des pertes, mais à la fin, l'Iran sera vainqueur. À la fin, on va enterrer nos morts, on va prier Dieu que ceux qui sont partis reposent en paix et l'Iran sera définitivement en paix. C'est fondamental pour nous. L'Iran doit être en paix. Et l'Iran va amener le Hezbollah à instaurer la paix au Liban. Le Liban sera libre. Le Liban ne sera plus... Parce que les frappes, il faut que les frappes permettent à Israël de comprendre que le Liban... Attendez, moi j'ai honte même pour Israël. Vous allez attaquer un pays qui est faible militairement et puis vous montrez vos muscles, vous vantez vos mérites face à des gens qui sont faibles. La Palestine n'est pas un État constitué, la Palestine n'a pas une armée. Et vous sortez vos muscles devant la Palestine et dire que vous êtes fort. Vous sortez vos muscles devant le Hezbollah, qui n'est pas l'armée libanaise. Mais maintenant, vous avez votre camarade en face de vous, qui est l'Iran. Vous dites quoi? Merci à l'Iran pour l'éveil de la conscience, que le combat soit mené jusqu'au bout, que le combat arrive à terme, que l'Iran soit libéré, que la Palestine soit libérée, que le Liban soit libéré. Et nous continuons à soutenir nos frères libanais, nos frères palestiniens et nos frères iraniens. Et nous demandons aux pays du Golfe de faire un choix. Parce que vous allez payer un coût, ça c'est sûr, pour cette guerre. Et vous demandez aux États-Unis de ne pas arrêter cette guerre. Mais vous ne pouvez pas empêcher les Américains parce que Trump joue sa survie politique. Trump joue la survie des républicains. Et les républicains commencent à lui dire. Parce que les élections mi-terme en novembre, là, ce n'est pas vous les Arabes là qui allez voter pour les Américains. Trump, où il arrête la guerre, où il tue les républicains, c'est tout. Où il arrête la guerre, il essaie de se rattraper. Il continue la guerre, les républicains perdent tout, Trump perd le contrôle et il sera face à la furie, à la fureur, à la colère des démocrates. Est-ce que vous, là, vous allez... Et puis, comme un président te dit, toi, Ben Salman, viens lécher mon derrière. Et puis, tu veux encore être en relation avec ce homme. Est-ce que ça va dans ta tête, Ben Salman? Moi, je pense que tous les pays arabes devraient désormais même revisiter leurs relations militaires, leur coopération militaire, leurs alliances militaires avec les États-Unis. Ce qu'il faut retenir, l'Iran sort grandi de cette guerre, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CIA même qui le dit. Ils disent que l'Iran ne peut pas perdre cette guerre, ce n'est pas possible. L'Iran, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés.
Téhéran bombardé, c'est vrai, mais l'Iran tient debout. Il y a des régions entières de l'Iran qui ne savent même pas s'il y a la guerre en Iran. Le fait d'avoir assassiné des leaders ne veut pas dire que le pays a capitulé. Et aujourd'hui, l'Iran a compris que la puissance est dans son camp. Et nous disons infiniment merci au peuple et aux dirigeants iraniens pour avoir compris cela. On ne sait pas comment Trump va finir, mais cette guerre-là, il veut partir. Il veut la quitter. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'avais déjà prédit l'issue de cette guerre. J'ai dit, c'est un gars qui n'a pas honte. Du jour au lendemain, il va dire qu'il s'en va. Mais comme c'est quelqu'un qui ment, les Iraniens ne le prendront pas au mot. Et puis baisser leur garde et laisser les Américains faire irruption sur cette île. Merci à toutes et à tous. On ne va pas conclure comme ça sans parler de nos produits. D'abord, je voudrais dire merci infiniment. Il y a beaucoup de retraités qui me contactent. Je voudrais dire à ces retraités-là, je comprends leur chose. Je comprends la situation, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, ce que j'ai toujours fait, c'est ce que je vais continuer à faire. Je vais faire des faveurs à tout le monde. Mais ne venez pas me demander, je suis marié, mon mari m'a fait ceci, m'a fait cela. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Vos vies privées, franchement, mesdames, je vous demande pardon. Évitez de venir m'étaler ce genre de choses parce que ça n'avancera à rien. Vous avez besoin de mes produits, je vous dis voilà ce que ça coûte, vous me dites ce que vous pouvez payer. Et puis je regarde, je vous fais des faveurs. Mais ne venez pas trop parler de certaines choses, ça n'avance pas. Et puis ce n'est pas important pour moi. Hein? Voilà. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de traitement. Quel genre de traitement? Vous pouvez avoir certaines pathologies ou certaines infections. Ça peut être une infection pulmonaire. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale. Vous pouvez avoir l'arthrose ou la drépanocytose ou encore l'hernie discale. Vous pouvez avoir le cancer métastasé, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate. Vous pouvez avoir la liste est longue, je ne peux pas citer toutes les pathologies. D'accord, vous pouvez avoir les hémorroïdes internes ou externes. Vous pouvez avoir des pathologies chroniques vraiment maltraitées, méconnues, ou que vous n'avez pas réussi à trouver la guérison. Donc ce que nous faisons, c'est de proposer nos services. Dans un premier temps, c'est la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, c'est à deux niveaux. Il y a la belle ivoirienne préventive pour ceux qui ne souffrent d'aucune pathologie, mais dont le corps a besoin d'être nettoyé. Souvent, je le dis, c'est important. Ça dit, ne pensez pas que souvent les gens viennent, non, c'est maladie de la vieillesse. Il dit, mais c'est faux. Est-ce que tu t'assieds avec Dieu pour dire que ça, c'est maladie de vieillesse? Il n'y a pas de maladie de vieillesse. Entretiens ton corps correctement et tu ne connaîtras pas de maladie de vieillesse. Mais quand tu maltraites ton corps, tu ne prends pas soin de ton corps, tu manges n'importe quoi, l'entretien, ce n'est pas ton problème. Et quand tu tombes malade, tu dis, ah, c'est parce que je vieillis. C'est faux. C'est faux. Tout le monde va mourir, ça c'est certain. Mais comment on va mourir, cela dépend de chacun de nous. Hein. Est-ce qu'on va mourir avec un corps dégradé ou on va mourir avec un corps bien entretenu? Et là, Dieu ne viendra pas te dire, il faut entretenir ton corps. Il appartient à toi-même. Parce que ce que nous mangeons est plein de coloris. Comment vous appelez ça? Les engrais qu'on utilise là. Vous croyez que les engrais qu'on utilise à grande échelle dans les plantations pour augmenter la production, vous croyez que ça n'a pas d'effet à long terme? Si. Vous croyez que le cancer là vient d'où? Le cancer est lié à tout ça. Ouais, les blancs, c'est vrai, ils utilisent les engrais, mais les blancs, ils font le nettoyage quotidien de leur corps. Parce qu'ils savent que les engrais, là, il y a conséquences dedans. 10 ans, 15 ans, 20 ans, forcément, il y aura des conséquences. Alors, ce que je propose, c'est la belle ivoirienne préventive. C'est de nettoyer le corps, c'est de nettoyer le sang, c'est de nettoyer les organes vitaux, c'est de faciliter la régénération cellulaire, booster le système immunitaire et puis anticiper sur certaines pathologies telles que le diabète, le cancer, l'insuffisance rénale et autres. Maintenant, il y a la belle ivoirienne préventive, comme on appelle curative.
La belle ivoirienne pour le cancer, la belle ivoirienne pour le diabète, la belle ivoirienne pour l'hypertension, la belle ivoirienne pour les hémorroïdes. Donc, et là, les traitements sont beaucoup plus renforcés au cas par cas. D'accord? Je ne peux pas citer toutes les pathologies, la liste est longue, mais vous venez à nous. Évitez de venir avec des documents kilométriques ou des messages kilométriques, parce que souvent les gens viennent, ils vont vous laisser un message de 30 minutes. Est-ce que je peux lire? Écoutez ça. Souvent, vous envoie un document 50 pages. Est-ce que je peux regarder ça? Donc franchement, je vous demande pardon. Si vous avez besoin de mes services, je vous dis comment ça fonctionne. Si on se comprend, c'est beaucoup mieux. Ne m'envoyez pas de documents. Dites-moi ce que le médecin a dit, c'est tout. Évitez des messages qui vont au-delà de 2-3 minutes. Soyez bref, précis, et puis je vous réponds rapidement. Mais quand vous faites tout ça, je suis désolé. Ceux qui ont des messages simples, rapides, je vais avec eux parce que comment je prends 30 minutes, tu regardes, tu dis, mais est-ce que ça, c'est pour parler des maladies? 30 minutes, 16 minutes, 20 minutes, c'est trop les gars, je vous en prie. Si c'est pour laisser message audio, à cause de Dieu, ne dépassez pas 3 minutes. Monsieur Keïta, après les examens, voilà ce que j'ai. Où je maîtrise, ça fait des années par rapport à cette maladie. Je n'ai pas trop, c'est tout. Ce que j'ai dit là, ça vaut 1 minute même. Voilà, c'est des trucs très simples comme ça, je demande. Mais quand vous faites des trucs, un message, 2 messages, souvent même tu rentres la seule personne, il y a au moins 20 messages qui t'attendent, une seule personne. Alors que tu as une liste de 500 personnes, 200, 300, 400 000 personnes, mais comment je peux faire ça? Je vous demande pardon, soyons précis. Vous avez une pathologie, ça peut être chronique, ça peut être méconnu, ça peut être maltraité, ça peut être... Les médecins ont déclaré, mais ils ne savent pas comment vous traitez. Vous venez, on voit ce qu'on peut faire. Si je peux, je le dis, je peux. Je ne suis pas charlatan, je ne suis pas marabout, je ne suis pas magicien. Je travaille avec les plantes, uniquement les plantes. Et nos produits, il n'y a pas d'effet secondaire parce que nos plantes ne sont pas poussées avec de l'engrais. Nos plantes poussent naturellement dans la brousse. Et nous envoyons des gens récupérer les plantes, nous les traitons et nous les mettons à votre disposition. Donc c'est très simple. Il y a une seule pathologie où je ne prends pas l'argent. Mais pour soigner, il faut que ce soit accompagné au moins d'un besoin. Ce sont les yeux. D'accord? Ça peut être le glaucome, ça peut être la cataracte. D'accord? Là-bas, je fais gratuitement, mais je ne prends jamais le traitement simple. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si vous n'avez pas de pathologie, que c'est votre seul problème, alors vous allez prendre certainement la belle ivoirienne préventive pour que je puisse faire ça gratuitement. C'est la seule pathologie que je ne facture jamais. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit accompagné aussi d'un besoin. D'accord? Alors, c'est pas compliqué. Hein? Vous avez, comme je le dis, soyez vraiment bref et précis. Et puis, on voit ce qu'on peut faire. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu récupérer toutes mes données que j'avais perdues. Par la grâce de Dieu, j'ai récupéré toutes mes données, sans exception. Parce que des années de travail, vous avez... ça m'avait fait un peu mal quand même. Mais après, je me suis dit, j'ai récupéré mes données, Dieu merci. Je crois que c'est hier et avant-hier que j'ai pu tout finaliser. Par la grâce de Dieu. C'est bon d'avoir beaucoup de téléphones, beaucoup de numéros, parce que là, j'avais des données, je ne savais pas. C'est la dernière fois que j'étais assis là, mais il faut aller regarder. Tu as des données là-bas, je vais piger toutes les données sont là, et dit Dieu merci. Donc, ceux qui n'ont pas reçu encore de réponse, ne vous en faites pas, je vais vous répondre. Par la grâce de Dieu, je vais vous répondre. Il y a plein qui ont déjà commencé à recevoir des... Aujourd'hui, je travaille sur quand même un grand nombre de réponses, de messages. Tout à l'heure, après le direct aussi, on va faire la même chose, on va vous répondre. Donc, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88, une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88. Vous venez à nous avec un besoin précis, une pathologie précise, une infection précise, vraiment un message bref et précis, et puis on verra dans quelle mesure on peut vous aider. D'accord? L'indicatif, c'est celui du Mali, 223 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.